Hello, du coup, on se retrouve pour ma dernière vidéo. Donc, ça va être sur la dentinogénèse. C'est un cours pas très facile, mais justement, je le fais maintenant comme ça, je dégrossis pas mal. Et après, de toute façon, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas par la suite à poser toutes vos questions. Du coup, on va commencer. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Hop. Et voilà. Donc, du coup, la dentinogénèse, donc dans dentinogénèse, on a dentine. La dentine, je vous en ai parlé dans la vidéo de l'introduction. C'est la couche qui est en dessous de l'émail. Donc là, c'est pour vous situer un peu au niveau de la dent. Donc, pour former cette dentine, on va avoir besoin de cellules. Et nos cellules ici, les cellules principales, ça va être les odontoblastes. Très important à retenir. Lors de la dentinogénèse, on a deux étapes. La première étape, elle regroupe la synthèse et la sécrétion de matrice organique. La matrice organique, ça va être quoi? Ça va être notre prédentine. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être le dépôt du minéral sur notre prédentine. Et au final, on va aboutir à la dentine qu'on veut. La dentine, c'est un tissu minéralisé, puisque comme je l'ai dit juste au-dessus, on a un dépôt de minéral au-dessus de sur la prédentine, donc ce qui fait que la dentine est minéralisée. La dentine, elle occupe le volume le plus important de la dent, ça c'est très important à retenir. Et au niveau de notre dent, du coup, comme je le disais, la dentine, elle se situe donc, au niveau de la couronne, elle va être entre l'émail et notre pulpe. Et au niveau de la racine, ça va être entre le sément et la pulpe. Voilà, ça c'est pour la localisation un peu de la dentine. La dentine, sa composition, c'est 70% de minéral, 20% de matière organique et 10% d'eau. Ça, c'est des chiffres qu'il faut connaître. Ensuite, pour la matrice organique, elle est composée principalement de collagène de type 1, c'est important à retenir, et à différencier du minéral dentinaire, qui lui est composé de cristaux d'hydroxyapatite. Voilà, donc ça, c'est à bien différencier. Il y a des pièges qu'on peut faire, du style le minéral dentinaire est composé de collagène de type 1. Ben non, c'est faux, puisque c'est la matrice organique. Et le degré de minéralisation de la dentine, il est à peu près similaire à celui de l'os, mais en revanche, il faut bien retenir que la structure de la dentine et de l'os, elles sont différentes. Donc même si leur degré de minéralisation est proche, leur structure est complètement différente. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Alors ensuite, la dentine, elle contient des dizaines de milliers de tubules qui sont parallèles entre eux. Les tubules, ça va être quoi? Je vais vous le réexpliquer un petit peu après, mais en gros, dans les tubules, on va avoir le prolongement de notre cellule odontoblastique qui va aller se mettre en gros dans ce tubule-là, mais on va y revenir après. Et la dentine, elle est moins minéralisée que l'émail, donc elle est plus sombre en radio. C'est-à-dire qu'en fait, plus un tissu va être minéralisé, plus il va être clair en radio. Donc, vu que là, la dentine est moins minéralisée, elle est plus sombre. Au niveau de l'histologie, maintenant, la différenciation des odontoblastes, elle va débuter au sommet de la cloche. La cloche, ça, normalement, vous l'avez vu dans le cours de l'odontogénèse. Donc, on a notre cloche, et au sommet de cette cloche, va débuter la différenciation de l'odontoblaste. Et cette différenciation, elle va se poursuivre en périphérie de la cloche, de la papille ectomésenchymateuse. Donc, on parle de gradient temporospatial. Et puisque notre différenciation débute au sommet, les odontoblastes situés au sommet sont forcément les plus différenciés puisque ce sont eux qui ont commencé à se différencier avant tout le monde. Donc ça, c'est important. Odontoblastes au sommet, les plus différenciés. Gradient temporospatial aussi, c'est important à retenir. Au niveau de la différenciation et de l'évolution des odontoblastes, donc au tout début, on a une cellule toute simple, elle est ovalaire, non polarisée, avec son noyau au milieu, donc central, voilà, on a une cellule banale. Et ensuite va commencer la différenciation en pré-odontoblaste. Donc on a une première étape qui est très importante, il faut bien retenir que c'est cette étape-là. La première étape, c'est l'arrêt de la prolifération cellulaire. Donc hop, on est là, à l'arrêt de la prolifération cellulaire sur le schéma. Et ensuite, après cet arrêt de la prolifération, on a une augmentation de la taille de notre cellule et un accrochage aux fibrilles d'ancrage. Alors les fibrilles d'ancrage, pour faire simple, en gros, là, voilà, vous voyez sur le schéma qu'on a notre membrane basale. La membrane basale, elle est composée de 3 éléments. On a la lamina densa qui est au milieu, la lamina lucida au-dessus, et en dessous, on a les fibrilles d'ancrage. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et notre cellule qui est en train de se différencier va aller s'accrocher à ces fibrilles d'ancrage. Et à partir de ce moment-là, on obtient un préodontoblaste.
donc cellule qui est accrochée aux fibrilles d'ancrage, préodontoblaste. Et ensuite vient la différenciation en odontoblaste. Donc là, tout simplement, on a une polarisation de la cellule, c'est-à-dire que notre noyau, il va migrer et il va s'éloigner de la membrane basale. Donc là, vous le voyez ici. Je vais plutôt vous montrer sur le deuxième schéma là. Donc vous avez votre membrane basale et votre noyau, vous avez vu qu'il est descendu. Donc il est juste là et il s'est éloigné de la membrane basale. Et l'endroit où il y aura le noyau, la cellule, ce sera le pôle basal. Donc là où il y a le noyau dans l'odontoblaste, c'est le pôle basal. Et ensuite, du coup, contrairement, du coup, en haut, la région proche des fibrilles d'ancrage, ce sera le pôle apical sécréteur. Donc basal et apical. Ensuite, donc, sur notre odontoblaste, on voit qu'il y a un prolongement qui se forme au pôle apical. Donc voilà, le prolongement, vous le voyez, c'est ici, c'est écrit sur le schéma. Donc le prolongement au pôle apical. Et l'allongement de ce prolongement, il va faire reculer le corps cellulaire de notre odontoblaste. Vous voyez bien là, quand ça grandit, hop, et ben ce corps cellulaire-là, il descend, il descend, il descend ici. Donc en gros, il recule. Et dans ce prolongement, ce qui est important à savoir aussi, c'est que ce prolongement contient un cytosquelette abondant, mais en revanche, il n'y a pas du tout d'organites de synthèse, sauf des petites mitochondries et autres petits trucs. Mais c'est très important, cytosquelette abondant et pas d'organites de synthèse. Ensuite, au niveau du prolongement, alors, entre notre prolongement, qui est ici, attendez, je vais prendre un pointeur. Hop. Donc, entre le prolongement ici et notre corps cellulaire de notre odontoblaste, on va avoir ce qu'on appelle une toile terminale. Donc, hop, ici. Et cette toile terminale, elle va se fixer à la face interne de la membrane plasmique de notre odontoblaste. Ça, c'est important, c'est un piège. On peut vous dire face externe, non. C'est à la face interne, donc c'est vraiment à l'intérieur de la cellule comme ça. On a notre toile terminale. Là où s'accroche la toile terminale, on a des complexes de jonction intercellulaire pour que ça s'accroche. Et cette toile terminale, elle va servir à quoi? Elle va en fait empêcher les organites de grande taille de passer, mais en revanche, elle va laisser passer seulement dans sa partie centrale, comme on voit ici. Elle va laisser passer dans cette partie-là les vésicules de petite taille. Et donc, on a par exemple des vésicules de sécrétion ou vésicules d'endocytose. Les vésicules de sécrétion, on va les retrouver lors de la production de la prédentine. Et les vésicules d'endocytose, elles vont apparaître au moment de la maturation de la prédentine. On a également des jonctions serrées et communicantes qui vont se présenter entre nos odontoblastes, donc qu'ils soient voisins, hop, entre voisins, ils vont être accrochés par des jonctions serrées et communicantes, ou bien, donc on le voit ici, là, comme ça, ou bien entre les odontoblastes et les éléments sous-odontoblastiques, donc tout ce qui va se trouver en dessous, du coup, ici, ou bien entre les ramifications. Les ramifications, elles sont là. Donc, en gros, vous avez votre prolongement, des petites ramifications qui se sont faites, et entre chaque ramification, on peut avoir des jonctions serrées ou communicantes. Et il faut savoir également que lorsque les odontoblastes ils vont se coller entre eux, ils vont créer une monocouche. C'est-à-dire qu'ils vont seulement créer en haut une seule ligne. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir plusieurs couches, machin. Si on vous dit dans un QCM ou autre qu'il y a plusieurs couches d'odontoblastes, c'est faux. C'est vraiment une monocouche qu'il faut retenir. Voilà. Ensuite, vient la différenciation des odontoblastes sur le plan fonctionnel, cette fois-ci. Donc, les odontoblastes vont synthétiser des constituants de la prédentine. Ces constituants de la prédentine, ils vont être synthétisés à deux endroits, entre les fibrilles d'ancrage et autour des prolongements. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que la dentine, elle est sécrétée tout au long de la vie. Il n'y a pas un moment où ça commence à se sécréter, puis ça s'arrête, comme l'émail par exemple. Non, là, la dentine, c'est tout au long de la vie. Donc, ça peut se renouveler tout au long de la vie, encore une fois. Ensuite, là, je vous ai mis une petite chronologie. Donc, c'est bien, premièrement, sécrétion de la prédentine, maturation de cette prédentine, puis minéralisation pour aboutir à notre dentine. Ça, c'est la petite chronologie qu'il faut retenir. Ensuite, une fois qu'on aura notre première couche de dentine qui s'est synthétisée, cette première couche, elle a un nom, et bien c'est le manteau dentinaire. Ensuite, à l'interface entre notre dentine minéralisée et prédentine non minéralisée, il va y avoir le front de minéralisation. Donc, si vous suivez un petit peu dans l'ordre, vous avez votre prédentine qui commence à être sécrétée.
Donc forcément, au début, elle est non minéralisée, puis ensuite, elle se minéralise. Mais vu qu'elle se sécrète tout au long de la vie, il y a de la prédentine qui est encore en train de se produire. Cette prédentine non minéralisée, elle va être collée à la dentine minéralisée. Et cette différence entre ces deux éléments-là, c'est le front de minéralisation. Les odontoblastes, donc, comme on l'a dit, ils sont en relation étroite avec les cellules de la région sous-odontoplastique. Ça peut être des cellules pulpaires, des cellules endothéliales, des fibres nerveuses ou bien des cellules immunitaires. Je ne vous l'ai pas mis, mais bon, voilà. Il faut savoir que les odontoblastes, ils communiquent avec tout ce qui est en dessous d'eux. Alors, il y a eu des expériences sur la différenciation de l'odontoblaste. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la différenciation, elle est très régulée. Et ensuite, pour venir au fait, l'expérience, ça a été quoi? C'était de séparer l'organe de l'émail de notre papille mésenchymateuse. Je ne vous ai pas détaillé l'expérience, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que la différenciation de l'odontoblaste, elle a lieu seulement en présence de la membrane basale. S'il n'y a pas de membrane basale, il n'y a pas de différenciation. Ça, c'est super important à retenir. Et pour cette différenciation, on a des acteurs, évidemment. Donc, on va avoir la fibronectine, qui est un facteur d'adhésion, et le TGF-bêta1, qui est un facteur de croissance. Alors, il faut retenir que ces deux acteurs-là, ils agissent ensemble. Il n'y en a pas un qui agit sans l'autre. C'est-à-dire que si en QCM, on vous dit la fibronectine toute seule, elle est capable d'engendrer la différenciation, c'est totalement faux parce qu'elle a besoin de TGF-bêta1. C'est valable pour l'un comme pour l'autre. Ensuite, on va voir les protéines de la matrice dentinaire. Donc, du coup, en protéines, on va en avoir des différentes selon là où on se trouve. Donc, à la base du prolongement odontoblastique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à notre base, on va avoir des protéoglycanes et du collagène. PG, c'est pour protéoglycanes. Et ensuite, à l'extrémité de notre prolongement, on va avoir comme protéines des glycoprotéines. Voilà, donc GP, c'est glycoprotéines. Je vous ai mis des petites abréviations parce que ça va revenir souvent dans les cours. Maintenant, si on s'intéresse un peu au collagène, la protéine du collagène, on a différents types de collagène. Le plus abondant, le principal, c'est le collagène de type 1, qui est présent à 85% dans la dentine. Il va avoir deux rôles. Le premier, ça va être, il va jouer le rôle d'armature. Et le second rôle, ça va être le support minéral dentinaire. Et dans cette classe de collagène de type 1, on a le collagène de type 1 classique, qui est 2-alpha 1, 1-alpha-2, et le type 1 trimaire, qui est 3-alpha-1. Ensuite, on a d'autres types de collagène, qui sont les types 5 et 6, mais eux sont en plus faible quantité par rapport au type 1. Il faut quand même savoir qu'ils existent. Ensuite, toujours par rapport au collagène, en fonction de là où il se trouve, donc si on se situe dans la prédentine entre nos fibrilles d'ancrage, eh bien, déjà, la prédentine entre les fibrilles d'ancrage, c'est notre première couche. Eh bien, à ce niveau-là, les fibres de collagène, elles vont être de petite taille, orientées parallèles entre elles, et elles vont avoir pour rôle de renforcer la cohésion entre la dentine et la première couche d'émail qui sera déposée sur ce manteau dentinaire. Et ensuite, autre localisation, si on est dans la prédentine autour des prolongements cette fois-ci, eh bien la taille des fibres de collagène va être assez grosse, orientées perpendiculairement entre elles, et leur rôle, ça va être surtout de conférer une certaine élasticité. Donc, autour du prolongement, grosse perpendiculaire et élasticité, et entre les fibrilles d'ancrage, petite, parallèle, et renforce la cohésion. Je ne l'ai pas écrit ici, mais ce sera écrit dans les fiches. Pour les fibres de collagène autour des prolongements, eh bien, au cours de la maturation, elles vont augmenter de taille. Donc, quand on vous dit les fibres de collagène qui augmentent de taille, c'est seulement pour les fibres qui se situent autour des prolongements. Voilà. Ensuite, comme autre protéine, on a ce qu'on appelle des siblings. Donc, on en a 5. Je ne vous les ai pas détaillés ici, je vous ai juste mis le principal. Donc, on en a 3. On a 3 siblings qui favorisent la minéralisation et 2 qui la défavorisent. Parmi les siblings qui favorisent la minéralisation, le plus important s'appelle le DSPP. DSPP, bon, ça a une signification, c'est sialophosphoprotéine dentinaire. Voilà, je ne vous l'ai pas écrit parce que c'est un peu
du surplus. Retenez DSPP pour l'instant, ce sera très bien. Donc, DSPP le plus important favorise la minéralisation. Si on se concentre sur le DSPP, cette protéine de base, il faut savoir qu'elle est inactive. Il faut savoir aussi qu'elle est constituée de 3 parties qui vont pouvoir donner 3 protéines distinctes qui sont DSP, DGP, DPP. OK, jusque-là, j'espère que c'est bon. Et donc, quand on a cette DSPP, elle est inactive et constituée de 3 parties. Nous, on va vouloir les découper, ces 3 parties, pour qu'elles soient actives. On a un premier clivage qui va se faire par la protéine BMP1. BMP1 qui va séparer DSP et DGP d'un côté. Vu qu'ils sont ensemble, ils vont être inactifs. Et DPP tout seul d'un autre côté, il va être actif cette fois-ci. Vient ensuite un deuxième clivage, puisqu'on veut que DSP et DGP ils aient une action au bout d'un moment. Donc, deuxième clivage par MMP20, qui va séparer cette fois-ci DSP et DGP, qui vont être enfin actifs. Maintenant, toutes ces petites protéines-là, elles vont avoir des rôles. Alors, DSP va permettre de maintenir le diamètre des tubules, les tubules dont on a parlé tout à l'heure, qui contiennent le prolongement odontoblastique de notre cellule. Donc, DSP permet que nos tubules ne s'écrasent pas sur notre prolongement. DGP, sa fonction, elle est inconnue. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et DPP, assez important, va induire la formation de notre hydroxyapatite. Et l'hydroxyapatite est très important pour la minéralisation. C'est donc un promoteur de la minéralisation. OK, jusque-là, on est bon. Et protéoglycanes dont on a parlé tout à l'heure, il faut savoir qu'ils sont néfastes pour la minéralisation. Donc, on va vouloir les dégrader pour permettre la croissance du collagène par la suite. Maintenant, si on s'intéresse à la formation de notre matrice minérale, cette matrice minérale, elle est composée de quoi? Elle est composée d'hydroxyapatite dont on a parlé juste avant. Il faut connaître la formule de l'hydroxyapatite, CA10PO4,6OH2. Cette hydroxyapatite, elle est déposée sur la dentine. Cette hydroxyapatite, il faut aussi savoir qu'elle n'est pas pure, mais carbonatée, c'est-à-dire que les ions hydroxyles sont souvent remplacés par des ions carbonates. Voilà. Ensuite, la formation de cette hydroxyapatite, comme on le voit dans la formule, on a besoin d'ion calcium et d'ion phosphate. On a une quantité importante d'ion calcium qui est transportée à travers la couche odontoblastique, depuis les capillaires sanguins sous-odontoblastiques jusqu'à la prédentine. Ça, c'est une phrase très importante. Donc, vu qu'on a besoin d'ion calcium et d'ion phosphate, là, on va d'abord se concentrer sur les ions calcium. Il faut bien qu'ils rentrent au bout d'un moment, ces ions calcium, puisqu'on en a besoin. Comment ils vont rentrer? Ils vont rentrer soit grâce aux vésicules d'endocytose qui se déplacent jusqu'au pôle apical, ou bien par des canaux calciques. Et après, il faut que ça sorte aussi. Donc, cette sortie de calcium, elle va se faire de différentes façons en fonction de la localisation. C'est-à-dire que si on est entre les fibrilles d'ancrage, la sortie du calcium, elle va se faire par ce qu'on appelle des vésicules matricielles. En revanche, attention à ne pas confondre, autour des prolongements, la sortie du calcium, elle se fait sans vésicule. Donc, c'est-à-dire que le calcium, il va sortir directement dans la matrice prédentinaire. Il va sortir par le biais de CA-ATPase ou bien d'échangeurs sodium-calcium. Pour détailler un petit peu et pour vous expliquer ce que c'est une vésicule matricielle. Donc, une vésicule matricielle, vous l'avez ici. Hop, les vésicules matricielles entre les fibrilles d'ancrage, voilà. Donc, cette vésicule matricielle, elle est composée d'une membrane à 2 feuillets, comme on le voit ici, et dans laquelle on retrouve des MMP. MMP, c'est quoi? Ce sont des métalloprotéases matricielles. Ces métalloprotéases matricielles, elles vont servir à quoi? Elles vont permettre de dégrader les protéoglycanes et les glycoprotéines. Dans cette vésicule matricielle, on trouve également, en plus des MMP, on trouve des phosphatases alcalines, ATPases alcalines et des phosphatases. Tout ça, ça va permettre d'augmenter la quantité de phosphate, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, et je le répète, on a besoin de calcium et de phosphate pour l'hydroxyapatite. Voilà, c'est ce que je dis juste en dessous. Dans la vésicule matricielle, on a calcium, phosphate, qui donnent nos petits cristaux d'hydroxyapatite. Les cristaux, ils se forment où? Ils vont d'abord se former à proximité du feuillet interne de la vésicule matricielle, mais ils vont également se former au centre de la matrice.
Au bout d'un moment, ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler tous nos petits cristaux et la vésicule, elle va finir par être pleine. Donc finalement, cette vésicule, c'est comme si elle explosait, entre guillemets, mais du coup, vu qu'elle est complètement pleine, les cristaux, ils vont percer la membrane et ils vont se déposer à l'intérieur de nos fibres de collagène. Et ainsi, ça va permettre d'engendrer la minéralisation et de continuer, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça va se faire. J'espère que ça a été clair. Et du coup, il me semble que c'est la fin. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout, puisque c'est pas forcément simple. J'espère que ça a été le plus clair possible pour vous. Je me répète, mais de toute façon, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je suis là et puis de toute façon, on va faire un petit live. Courage, parce que moi, au début, je me souviens quand j'avais vu ce cours-là, j'étais complètement au bout de ma vie, me dire: «Mais mon Dieu, c'est quoi ce truc-là?» Mais vraiment, vous inquiétez pas, ça va le faire. Si vous êtes là, c'est pour une raison. Et, euh, et voilà, donc continuez à bosser et bosser ce cours parce que c'est super, super, super intéressant. Du coup, je vous laisse et à bientôt.